T'as vu ça, Jamy? Quel chef-d'œuvre! Ah oui. Alors les amis, on visite la capitale aujourd'hui? On est venu admirer Notre-Dame de Paris. Bah oui, entre le 11e et le 13e siècle, des dizaines de cathédrales comme celle-ci sont sorties de terre. Des dizaines d'un seul coup. En Europe, hein. Oh, j'aimerais bien savoir comment ils arrivaient à bâtir des monuments pareils. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Fred? Zappe-toi au Moyen-Âge sur un chantier. Ça va pas être discret, hein? Bouge pas, je te plombe. Ouais. Oh là là, quel chantier! T'as raison. Quel chantier. Et je crois que t'arrives au bon moment. Parce que vu l'avancement des travaux, il y en a encore pour plusieurs dizaines d'années. Tiens, à mon avis, à la louche, pour 30 ans. C'est une véritable fourmilière ici. À l'époque, sur les chantiers de cathédrales, on compte parfois jusqu'à 2000 ouvriers. Enfin, œuvriers, comme ils disent. Ouais. Eh ben moi, je plains le responsable, hein. Il doit pas dormir tranquille toutes les nuits. Le responsable, comme tu dis, c'est l'architecte. C'est lui qui dirige les travaux et qui coordonne les différents corps de métier. Il doit aussi régulièrement rendre des comptes à son commanditaire, c'est-à-dire l'évêque du diocèse qui finance les travaux. Alors précisons aussi que pour construire une cathédrale, en général, plusieurs architectes se succèdent, car les travaux s'étendent sur des décennies, parfois sur plus d'un siècle. Impossible. Oui. Eh, écoute, Maître Charpentier, avec tout le reste, ça chauffe là-dedans. il n'y a jamais que des On problèmes. dirait une réunion de chantier. Ils appellent ça la réunion du chapitre. Le dernier échafaudage que je Messieurs, vous ai s'il commandé. vous plaît, calmez-vous. Un peu de bon sens. Tâchons de nous entendre. Bien. Je vais vous laisser régler vos petits différends entre vous. Moi, ce que je veux, c'est ma cathédrale. Et n'oubliez pas ma devise. Nil mortalibus ardum est. Que Dieu vous aide. Qu'est-ce qu'il a dit, l'évêque? Nil mortalibus quoi? Il a dit « Rien n'est impossible aux mortels ». C'est du latin, Fred. Écoutez, maître architecte, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Allez donc expliquer cela à mes ouvriers. C'est pourtant simple à comprendre. Il faut attendre la livraison des pierres. Mais moi, je comprends. Si le maître tailleur de pierre, il n'est pas livré, ça sert à rien que mes compagnons charpentiers, ils fabriquent des échafaudages et des coffrages. Maître forgeron, où allez-vous? Éteindre ma forge. Ben, il a raison. Plus de pierre, plus d'échafaudage à construire. On n'a pas besoin d'outils. Et nous voilà dans de beaux draps. Et qui va payer pour ce retard? C'est vous, maître architecte? Un peu de patience, tout va rentrer dans l'ordre. C'est une question de jours. Œuvrez plutôt à bien finir ce qui est commencé. Moi, j'envoie le charretier à la carrière sur le champ. Allez, la suite au prochain chapitre. Ce que je constate, c'est que du temps de votre prédécesseur, on n'avait pas ce genre de problème. Eh oui, mais du temps de mon prédécesseur, il y a 40 ans, au début du chantier, les carrières de surface suffisaient. Il n'y avait pas besoin de creuser pour extraire la pierre. Eh ben bonjour l'ambiance, hein. Ah, tu l'as dit. Et quel casse-tête pour l'architecte. Ces plans ne cessent de se transformer au gré des caprices de l'évêque. Car dans tout le royaume, les évêques rivalisent d'orgueil et se livrent à une véritable compétition. Ils mesurent la grandeur de leur diocèse à la hauteur de leur cathédrale. À Amiens, l'évêque commande à son architecte la plus grande cathédrale de tous les temps. La nef s'élève à 42 mètres de haut et elle peut accueillir 10 000 fidèles et pèlerins. Dans la ville voisine, l'évêque de Beauvais ne pouvait pas faire moins que son rival. Ici, la voûte culmine à 48 mètres au-dessus du chœur et elle s'appuie sur des piliers très fins, défiant les lois de l'apesanteur jusqu'au jour où... La voûte s'effondre en 1284. Aujourd'hui, l'ensemble de l'édifice est maintenu en équilibre par des tirants en bois. Car ce n'est pas tout. En 1573, la grande flèche, la plus haute du monde à l'époque, s'abat sur ce chef-d'œuvre resté depuis inachevé. Ainsi, pendant 2 siècles de compétition architecturale, 80 cathédrales vont s'élever dans le ciel de France.
C'est vrai. C'est intriguant, toutes ces cathédrales qui poussent comme des champignons. En fait, elles surgissent dans le paysage entre le XIe et le XIIIe siècle, à une époque où les choses vont beaucoup mieux au royaume de France. Chez nos voisins aussi, d'ailleurs. Tenez, les historiens ont fait des calculs. La population en Europe a doublé entre le Xe et le XVe siècle. Du coup, les villes grossissent. Les petites églises de quartier ne sont plus suffisantes pour accueillir les fidèles. Parallèlement, les gens ont davantage de moyens. Les campagnes sont plus riches. Le progrès est passé par là. Les paysans défrichent. La surface des terres cultivées augmente. Désormais, ils utilisent la charrue aversoir, par exemple. La terre est mieux retournée. Les animaux avancent plus vite grâce au collier qui remplace le vieux joug. Résultat, les rendements augmentent. Et ça, c'est tout bénef pour le clergé. En effet, la dîme, l'impôt en nature prélevé par l'Église, rapporte davantage et ça tombe très bien. Car ça coûte cher de faire bâtir une cathédrale. Admirez, admirez. Pour un architecte, quoi de plus exaltant à réaliser? Je comprends. Quand je pense que ce chantier pourrait s'arrêter, faute de matières premières. Il est quand même bien avancé, votre chantier. Pourquoi dites-vous qu'il risque de s'arrêter? Vous manquez de pierre? Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au chapitre. Les carrières de surface ne produisent plus. Mon prédécesseur, lui, il a peu de problèmes pour faire le chœur et les chapelles. Mais moi, pour terminer la nef et la façade, je suis dans l'embarras. Il faut creuser maintenant pour trouver de la pierre. C'est de plus en plus difficile. Je comprends mieux, si les tailleurs de pierre ne taillent plus, les charpentiers et les forgerons ne peuvent plus travailler. Voilà, c'est exactement ça. Finalement, c'est comme aujourd'hui. Si l'électricien n'est pas passé, le plombier, le carreleur et le peintre, ils passent pas non plus et le chantier s'arrête. Je suis fatigué, moi. Fred, Bah quoi, j'ai dit une bêtise? c'est plein de bon sens, ton discours. Mais pour lui, c'est du chinois. Oh, tu crois? Bah évidemment. Toujours est-il que les problèmes d'approvisionnement en pierre ralentissent souvent les travaux déjà très longs. Pour édifier Notre-Dame de Paris, il a fallu creuser des carrières sous la capitale. La construction a ainsi duré 1 siècle et demi. Cela dit, à l'époque, on n'attend pas la fin du chantier pour accueillir les fidèles. Dès que le chœur est achevé, on y célèbre des messes. Il faut bien rentabiliser l'édifice, si j'ose dire. Satané bourrique, là, vas-tu te tenir tranquille? Bon, allez, allez, les gars, là, dépêchez-vous, on m'attend carrière, j'ai un chargement de prêt. Tiens, j'aimerais bien faire un tour aux carrières, moi. Excusez-moi, monsieur, je peux vous accompagner? Oh oui, si tu veux, mais d'abord, tu vas me donner un coup de main. Tiens, prends ça. C'est quoi toutes ces planches que vous transportez? Ces planches, comme tu dis, ce sont des moules. Des planches molles? Je comprends pas. Mais non, des moules, bougre de... Oh, pardon, je jure comme un charretier. Eh, c'est normal, je suis charretier. Alors c'est quoi ces molles? Bah, ce sont des gabarits, des modèles, si tu préfères, pour découper les blocs de pierre. Ah bah dis donc, on voit que t'es pas du métier, toi, hein. Non, mais c'est intéressant, continuez. Bah tu vois, nous les charretiers, on est payés au point pour le transport. Alors, les blocs de pierre sont taillés à la carrière suivant les modèles. Comme ça, nous, on transporte pas trop de déchets. Donc, Bah, moins de déchets, plus de pierres à chaque transport. eh bah tu vois que t'es pas une bourrique. Bon, bah j'ai fini mon chargement, moi. Fou. Tiens, retire donc la cale, là, on va y aller. Et bon voyage. Les chariots étaient tirés par des chevaux, mais aussi par des bœufs, et parfois sur de très longues distances. Ces animaux ont donc rendu un fier service aux bâtisseurs de cathédrales. Rien d'étonnant donc que l'architecte de la cathédrale de Laon ait fait sculpter 16 bœufs au sommet de l'édifice. Oh. Et voilà, on est arrivé. Eh ben, dites-moi, il y en a des pierres? Ah oui, il y en a, hein. Mais depuis qu'on les extrait de la carrière souterraine, faut les laisser sécher à l'air libre. Ah, je comprends, c'est pour ça que le chantier prend du retard. Je peux aller jeter un œil dans la carrière? Ah oui, mais prends une torche, hein. Ouais, c'est par là? C'est ça. Bon, mais c'est pas le tout, va falloir que je décharge, moi. Hé, vous là! Hé! Venez donc par là me donner un petit coup de main. Oh, t'as vu ça, Fred? On se croirait chez les pharaons. Et pourtant, la France du Moyen-Âge a charrié plus de pierres pour bâtir ses cathédrales que toute l'Égypte antique pour édifier ses pyramides. T'as vu ça? Il y en a un qui est en train de détacher un bloc de la paroi avec une baramine. J'aimerais bien savoir comment il fait. Ah, c'est simple, regarde bien.
Il est en train de creuser des saignées tout autour du bloc, sur les côtés et en dessous. Ça s'appelle défermer et sous-chever. Ah, d'accord, mais après... Et ben après, le bloc est abattu par le dessus avec des coins de fer. Ah, d'accord. Dis donc, c'est un travail de Romain, hein. Et comme tu dis, lui en revanche, je ne vois pas trop ce qu'il fabrique. Mais si, il est en train de tailler une pierre à la forme du môle. Tu sais bien, c'est pour éviter d'avoir à transporter les déchets. Tu suis pas. Bien sûr que si, je suis. Même qu'ensuite les pierres sont transportées à l'extérieur pour qu'elles sèchent. Eh ben, dis donc, ils sont costauds, hein. Costaud, hein. Mais beaucoup y laissaient leur peau dans cette atmosphère d'humidité. Ah, j'espère qu'ils étaient bien payés, au moins. Oh, les manœuvres, pas grand-chose. Les tailleurs de pierre, un peu mieux. Ils sont payés à la tâche. Plus ils taillent de pierre, plus ils gagnent. Regarde, il y en a un qui met sa signature. On appelle ça la marque des tâcherons. Bon, il est où, lui? Oh! Si tu veux retourner au chantier, c'est le moment, hein? T'as entendu? Ils sont pressés de les voir arriver au pied du mur, ces pierres. J'arrive, c'est vrai que ça urge. L'architecte s'arrache les cheveux. Allez, yep, Mistral, allez, yep! Vous aussi, vous êtes employé sur le chantier? Ah non, moi je suis indépendant. J'ai ma compagnie de transport, je livre sur plusieurs chantiers. Hey, j'ai une demi-douzaine de chariots et des bons gars qui travaillent pour moi. Les affaires marchent bien, alors? Oh bah, ça roule, hein. Avec tous ces grands chantiers, il y a de quoi faire. Vous êtes riche? Oula, pas si vite, hein. Et il faut s'équiper, ça coûte cher tout ça, nom d'une bourrique. Aujourd'hui, il faut être compétitif. Moi, j'ai investi dans les nouveaux attelages, là, les colliers d'épaule. Bah, avec les chevaux, je vais bien plus vite qu'avec des bœufs, hein, mais c'est cher, les fers. Bah, 24 sabots par semaine, c'est cher. 24 sabots? Bah oui, mais fais le compte, j'ai 6 chevaux. C'est vraiment très cher, les fers. C'est si cher que ça, le transport? Oui, ça coûtait une fortune. Tenez, prenez la cathédrale de Sens, par exemple. Elle a été construite au XIIe siècle. C'est l'une des plus anciennes cathédrales gothiques. La pierre avec laquelle elle a été bâtie a été extraite des carrières de Saint-Leu-d'Esserand, sur les rives de l'Oise, au nord de Paris. Entre les deux, vous le voyez, ça fait une trotte. Seulement, cette distance n'explique pas tout. Entre le producteur et le consommateur, il y avait aussi beaucoup d'intermédiaires. Une fois extraites, les pierres étaient d'abord transportées par chariot jusqu'aux rives de l'Oise. Ensuite, elles étaient chargées sur des barges qui descendaient l'Oise jusqu'à la Seine. Une fois sur la Seine, il fallait franchir les péages. Les ponts bien gardés n'étaient franchissables qu'après le paiement d'une taxe, et ainsi de suite, jusqu'à Montreux, au confluent de l'Yonne et de la Seine. Ensuite, les barges remontaient l'Yonne jusqu'à Sens. Et là, leur cargaison de pierres était rechargée sur des chariots qui les convoyaient jusqu'au pied du chantier. Bref, vous l'avez compris, la multiplication des intermédiaires faisait grimper les prix. Alors à Sens, on ne sait pas exactement combien la pierre a coûté. En revanche, à Troyes, une autre cathédrale, eh bien on sait que le prix de la pierre a été multiplié par 5 entre la carrière et le chantier. Vous êtes prêts là-haut? Ouverture. Ah, elles sont bizarres, leurs grues. Quel drôle d'engin. On appelle ça une cage à écureuil, Fred. Tu peux lâcher le frein à l'aveugle. Marche. Excusez-moi, il est aveugle? Oui, des éclats de pierre lui ont crevé les yeux, alors on l'a mis à la cage. Comme ça, il peut continuer à gagner sa vie. C'est sympa pour lui, mais vous devriez penser à des lunettes de protection. Et pourquoi pas une côte de maille pendant que vous y êtes? Allez, marche, plus vite. Et quand il s'écrase les mains, qu'est-ce que vous faites? Ça arrive plus souvent que vous le pensez, surtout chez les essayeurs. Les essayeurs. Oui, ceux qui posent les pierres. Alors on les met à la cage. Ce sont les pieds qu'il ne faut pas abîmer, parce que là, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour eux. Et plus vite! C'est dangereux comme boulot. Nous sommes tous sous la protection de Dieu. Si l'inspection du travail voyait ça. Certes, c'était dangereux, mais ça fonctionnait très bien. Tenez, on a fait des calculs. Avec une cage à écureuil de 2,50 m de diamètre, eh bien, un homme seul pouvait soulever une charge de 550 à 600 kg. Pas mal, hein? Remarquez, c'est exactement le même principe que les pignons sur le vélo. Vous savez, quand ça force un peu, eh bien, on passe sur un plus grand pignon. Et c'est moins fatigant. Eh bien là, c'est exactement le même principe. En fait, la cage à écureuil démultipliait les forces. Alors sur le chantier, les ouvriers avaient également mis au point d'autres outils. Des grues, par exemple. Les flèches n'étaient pas bien grandes, pas plus de 3 mètres, mais elles permettaient quand même de déplacer des charges horizontalement. Quant aux échafaudages, au départ, ils étaient construits depuis le sol.
Eh bien, avec le temps, ils ont été remplacés par des structures beaucoup plus légères, directement fixées dans les murs. Des échafaudages à bascule qui ont d'ailleurs laissé des traces, des trous dans lesquels les poutres de soutènement étaient placées. On appelle ça des trous de boulin. Ils sont d'ailleurs toujours visibles sur les murs de certaines cathédrales. Bah c'est malin. Tu peux pas faire attention? Ça fait la 2e fois ce mois-ci. Lapin tu es, lapin tu resteras si tu n'y prends garde. Excusez-moi, maître. Maintenant, je connais l'écureuil, mais un lapin, c'est quoi? Un apprenti. Enfin, tu connais la sanction, hein. Ce soir, pain sec et eau. Et la prochaine fois, le prix de la pierre sera retenu sur ton salaire. Et toi, range-moi ces outils. Ça rigole pas. J'aimerais pas être lapin, moi. Tu risques rien, toi. T'es pas compagnon. Vous êtes un peu dur. C'est du beau travail, quand même. Avec un peu d'enduit, c'était réparé. Ici, les œuvriers de Dieu n'ont pas le droit à l'erreur. Dieu mérite la perfection. Et chez nous, les compagnons, il y a des règles et des pénalités. Une erreur de taille, une retenue sur salaire. C'est comme ça. Ah bah ça, pour être une erreur de taille, c'est une erreur de taille. Comme on dit chez nous, il taille avec éclat. La pierre est précieuse, monsieur. Dura lex, sed lex, comme dirait monseigneur l'évêque. Pardon? Vous avez perdu votre latin. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah oui. Bon, tu pourrais sous-titrer quand il parle en latin, d'accord? Hein? En latin? Pas de problème. Faut peut-être que je trouve un dictionnaire, quand même. Dictionnaire. Monseigneur, qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Lecceum. Cher maître architecte, j'entends le bruit de vos inquiétudes du fond de mes appartements. Monseigneur, vous inquiétez, n'était pas dans ma pensée. Mais tous vos petits problèmes, que sont-ils donc au regard de Dieu? Futilité, il me semble, monseigneur. Allons plutôt intramuros à la découverte de vos avancements. Maître architecte. Seigneur, que ta maison sera belle. Cet élancé de piliers, ces croisées d'ogives. Quel renouveau dans l'architecture, n'est-ce pas? Certes. Et cette belle inspiration économise de surcroît la pierre, qui se fait rare, monseigneur. Toujours vos jérémiades, maître? Ce nouvelle œuvre de France change toutes les règles. Fini le roman massif avec ces tonnes de pierre, de l'élégance, pour la grâce de Dieu. Pensez à l'œuvre de l'abbé Sugère. Deus lumen est. C'est vrai que la théologie et la science font bon ménage, monseigneur, dans ce nouvelle œuvre de France. L'abbé Sugère avait bien ouvert la voie, souvenez-vous. Necesse est ad fidem videre. Alors exprimez-vous, monsieur le maître architecte. Pensez à l'abbé Sugère. De qui parle-t-il? C'est qui, cet abbé Sugère? L'abbé Sugère? Mais c'est lui qui a tout suggéré, si j'ose dire. C'est quelqu'un de très important à l'époque. C'est lui qui dirige l'abbaye de Saint-Denis. Pour ceux qui auraient oublié, c'est l'endroit où sont enterrés les rois de France. L'abbé Sugère est un innovateur, un précurseur. Pour lui, comme le dit Monseigneur, le patron de la cathédrale, Dieu est lumière. Et ça, mine de rien, c'est complètement nouveau. En effet, jusqu'à présent, les fidèles prient dans l'obscurité et la solitude. Une discipline qui se marie très bien avec le style roman, des bâtiments ramassés sur eux-mêmes, austères, plongés dans l'obscurité et disséminés dans les campagnes. L'abbé Sugère, lui, a une toute autre vision des choses. Pour lui, la lumière doit inonder les églises et l'architecture, éblouir les fidèles. À Saint-Denis, donc, il va faire ouvrir les murs et installer de larges verrières, comme ici. Bref, c'est un homme d'ouverture. Le nouveau bâtiment, tel qu'on le voit aujourd'hui, est inauguré en 1144 en présence du roi, de la reine et des évêques. Le succès est immédiat et unanime, à tel point que chacun veut la même église. Et je n'exagère pas, tenez, l'évêque de Rouen, qui pourtant vient de s'installer dans sa nouvelle cathédrale, eh bien, cet évêque n'hésite pas à la faire démolir, tout simplement parce qu'elle est romane et que la mode, c'est désormais le gothique. Enfin, à l'époque, on ne parle pas de gothique, on dit plutôt le nouvel ordre de France. Ou encore d'art nouveau, Jamy. C'est donc ici, dans le sanctuaire des rois de France de l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, que l'art gothique, comme on l'appelle aujourd'hui, voit le jour. Mais pour que la lumière triomphe, il faut changer toutes les règles de l'architecture, tout réinventer. Regardez bien l'église de Vézelay en Bourgogne.
De ce côté, la nef romane est plutôt sombre. Les lourdes voûtes en berceau reposent sur des murs épais difficiles à percer pour faire entrer la lumière. De l'autre côté, le chœur construit plus tard est gothique. Et là, tout est clair et lumineux. Mais dans le gothique, plus besoin de murs. Ce sont des piliers qui soutiennent les voûtes en arc brisées dont le poids est astucieusement réparti et canalisé vers les piliers grâce à des croisées d'ogives. Et pour construire très haut, les piliers sont soutenus à l'extérieur par des arcs boutants qui donnent aux cathédrales gothiques ces allures de scarabée. Mais revenons à notre chantier. À mon avis, l'architecte n'est pas à l'abri d'un nouveau caprice. Et ici, maître, quels sont vos projets? Un mur, monseigneur. Un mur. Et à quoi penserait l'abbé Sugère devant ce mur, selon vous? Je n'ose y penser, monseigneur. Eh bien, je vous le demande. Soumettez-moi un projet de rose, une merveille, un joyau. Que sa lumière rejaillisse sur notre diocèse. Je crois avoir entendu que dans le diocèse voisin, mon proche confrère en convoitait un sur sa façade. Je compte sur vous, maître, au prochain chapitre. Fiat, lux. Bien, monseigneur. Et lux facta est. Bah, faut le comprendre, hein. Une rose, comme ils disent, enfin, une rosace, c'est un travail extrêmement compliqué. Maître, vous avez l'air dépité que vous arrive-t-il une tuile? Non, une rose. Monseigneur veut sa rose. Voilà, et cette cathédrale sera jamais finie. Bah, allons, 2 petits coups de compas et le tour est joué. Ah oui, 2 petits coups de compas, c'est comme ça que vous voyez les choses. Détrompez-vous. Une rose, c'est un calcul savant. C'est un travail d'une précision que vous ne pouvez pas imaginer. Eh bien alors prenez modèle sur une rose qui existe déjà. À Notre-Dame de Paris, il y en a une très belle sur la façade nord, je crois. Une rose sur la façade nord de Notre-Dame de Paris. Ouais. Mais où est-ce que vous avez vu une rose sur la façade nord de Notre-Dame de Paris? Excusez-moi, il faut que je me détende. Il connaît pas cette rose? C'est bizarre pour un architecte. Mais enfin, Fred, il peut pas la connaître. Elle a été réalisée en 1250, cette rosace. Ah bah, excuse-moi, mais je peux pas retenir toutes les dates. Et puis arrêtez de vous énerver. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Oui, tu as raison. Mais aussi, c'est l'évêque qui nous met la pression. Bon, allez, je vais te donner un petit coup de main. Regardez. Voici les plans de la rosace de la façade nord de Notre-Dame de Paris. À l'époque, elle a très souvent été copiée par d'autres architectes. Alors, une fois de plus ou une fois de moins, allez, je te l'envoie et fais-en bon usage. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve l'architecte, s'il vous plaît? La salle des traits dans la Cayenne. Vous êtes gentil, mais là, je ne suis pas plus avancé. C'est quoi la Cayenne? Et là, c'est la loge des tailleurs de pierre. Et la salle des traits? Dans la Cayenne. Ah, je comprends mieux, merci. On ne passe pas sans le mot de passe. Mais je dois voir l'architecte. Et qui êtes-vous? Le tuileur, le gardien des loges. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Non, Fred, ce ne sont pas des histoires. Il y avait bien des mots de passe qui, d'ailleurs, changeaient régulièrement, tous les mois. Tiens, et c'est... Voilà. Pied contre pied, genou contre genou. Et s'il te dit Pierre, réponds prudence. Merci. Monsieur le pileur, ça me revient maintenant. Pierre. Prudence. Bingo, Jamy. C'est fou ce qu'il faut faire pour rentrer ici. Normal, c'est un milieu très fermé et pour cause. Les compagnons sont très bien payés. 3 ou 4 fois le salaire d'un ouvrier sans qualification, à cause justement de leur savoir-faire, qui du coup est très convoité. Alors pour se protéger, les compagnons se sont regroupés au sein de ce que l'on appelle des loges. À l'époque, il y a 4 grandes loges. La loge des tailleurs de pierre, celle des forgerons, des verriers et la loge des charpentiers. Seulement attention, on ne devient pas compagnon du jour au lendemain. D'abord, on est lapin. C'est une longue période d'apprentissage qui dure entre 5 et 7 ans, au cours de laquelle le lapin est sous les ordres du maître. Il passe le plus clair de son temps à 4 pattes, à marquer les poutres, le sol, à récupérer les outils. Bref, il court un peu partout, comme un lapin. À l'issue de cette période, il présente un travail, une œuvre, comme on dit dans le jargon. C'est l'examen de passage. Le lapin devient alors compagnon. Mais ce n'est pas fini. La formation continue. Au début,
Le compagnon est chien. Les compagnons utilisent ce terme car il symbolise la fidélité. Fidélité aux règles qui leur ont été enseignées et à l'horloge. Ensuite, ce compagnon peut accéder au rang de sanglier, un animal solitaire. À ce stade, le compagnon va être initié. Malheureusement, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, c'est un secret. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça dépasse le strict cadre professionnel. Cette initiation touche la morale, l'éthique, la philosophie. Désormais, en effet, le compagnon avance seul sur les chemins de la connaissance, tel le sanglier, à travers les ronces de l'épaisse forêt. Mais là, je m'égare. Revenons aux aventures de Fred. Excusez-moi, maître, je peux vous interrompre? Pourquoi puis-je vous être utile? J'aimerais voir le maître architecte, c'est possible? Suivez-moi, il œuvre dans la salle des traits. Et dites-moi, ce sont les beaux-arts ici. C'est magnifique. Et le bandeau sur le front, c'est pour la sueur? Non, c'est un signe distinctif. C'est le signe des statuaires, des faiseurs d'images. Ici, vous avez l'élite de nos compagnons. Leur savoir-faire est très précieux. On nous les convoite. Admirez, le geste est sûr, la communion avec la matière. Maître, s'il vous plaît. C'est Monseigneur l'évêque, avec sa mitre. Chut. Là où elle sera perchée, la vue de Monseigneur ne peut pas porter. Alors, C'est pas vrai. Bien sûr que si, Fred. Les sculpteurs sont d'un tempérament, disons, libre et indépendant. Ils ne se privent pas de régler leurs comptes avec leur évêque. Ici, à Reims, ils l'ont même représenté parmi un groupe de damnés que l'on envoie en enfer. Quelle audace! Plus leurs sculptures sont haut perchées, plus ils s'expriment librement, laissant aller leur imagination jusqu'à représenter des personnages sataniques, des gargouilles aux allures de monstres. En bas, en revanche, ils doivent se plier à des thèmes théologiques imposés, car la cathédrale du Moyen-Âge est comme un livre d'images. Elle enseigne aux fidèles qui ne savent pas lire ni écrire l'histoire de la religion et de la Bible. D'ailleurs, les sculpteurs sont appelés aussi les imagiers. Et puis, à cette époque, les façades des cathédrales sont hautes en couleur. Les sculptures qui ornent les portails sont peintes pièce par pièce. Les anges, les archanges, les apôtres et tous les personnages bibliques rutilent sous des teintes vives et réalistes. Ici, à Amiens, le nettoyage de la cathédrale a permis de découvrir des traces de couleurs vieilles de plusieurs siècles. Aujourd'hui, grâce à des projections lumineuses, sa façade occidentale retrouve à la nuit tombée l'éclat qu'elle avait autrefois. venez admirer ce dais. Voici mon meilleur ouvrier. Il doit en falloir du temps pour parvenir à une telle dextérité. Des années de passion. Les ouvriers de Dieu n'ont qu'un seul devoir, le servir. Et Dieu les remercie à leur juste valeur, je suppose. Vous voulez dire... Oui. Ils sont bien traités. Leur salaire va avec leur talent. Ils reçoivent mieux qu'un tailleur de pierre ordinaire et ils bénéficient d'excellentes conditions de travail. Ah oui. Eh oui, quel travail! Il fallait 4 à 5 mois pour réaliser une pièce comme celle-ci. Bon, Fred, je te rappelle que t'es quand même venu ici pour rencontrer l'architecte. Voilà, nous y sommes. Vous connaissez le code? Toc, toc, toc. Toc, toc. Oui, bien sûr. Toc, toc. Parfait, compagnon. Encore un code. Excusez-moi de vous déranger, maître, mais je crois que ma visite va vous intéresser. Un peu occupé avec les calculs de cette rose, alors au fait, s'il vous plaît. Regardez. Regardez. Ça, quelle splendeur. Dans les règles de l'art, c'est le pied. C'est de la rose de sanglier, et même plus. Elle va émerveiller Monseigneur. Je compte sur vous pour le prochain chapitre. Monseigneur va être subjugué. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que l'architecte qui a dessiné cette rosace avait très peu d'outils dans sa trousse. Un compas, bien sûr, une équerre, une règle et surtout
une canne, comme celle-ci, une canne graduée pour mesurer. En effet, à l'époque, le mètre n'existait pas. Les architectes comptaient entre autres en empan, en pied et en coudée. Chaque architecte avait sa propre canne, à sa taille. Heureusement, sur chaque chantier, il y avait une canne de référence. Tiens, et puisque je vous parle d'outils et de savoir-faire, il faut que je vous montre quelque chose. À l'époque, la plupart des compagnons ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, ils en exécutaient des formules géométriques. Alors, pour se souvenir de toutes, ils avaient mis au point des figures, comme celle-ci, plus faciles à mémoriser que de longues formules de géométrie. Tenez, celle-ci, par exemple, permet de tracer un angle droit. Un autre exemple. Les compagnons étaient souvent amenés à dessiner des cloîtres. Un cloître, c'est un espace carré comme celui-ci dans lequel déambulent des religieux. L'été, dans une cour intérieure, l'hiver, sur les pourtours, toujours abrités. Seulement, pour accueillir autant de religieux ici que là, eh bien, il fallait que la surface du pourtour soit égale à la surface de la cour intérieure. Eh bien, pour exécuter un tel dessin, les compagnons se contentaient de regarder cette figure. Traduction, je trace un cercle dont le rayon est égal à la moitié de la diagonale du carré. Une fois le cercle tracé, j'obtiens cette figure. Je trace ensuite des tangentes parallèles aux côtés du carré et j'obtiens cette figure. Maintenant, faites le calcul chez vous. Vous constaterez que la surface du pourtour est égale à la surface du carré intérieur. Monseigneur, votre rose. Pulcre bene recte. Quelle splendeur! Vous vous êtes surpassé, maître architecte. Vous êtes un génie. Monseigneur, si je peux me permettre, cette rose va coûter une fortune. D'autant que les ouvriers grondent sur leurs conditions. Et j'ai peur que cette rose ne mette le feu aux esprits. Et je vous rappelle que moi-même, j'attends toujours ma livraison de bois. Rien n'est trop beau pour la maison de Dieu. Il y va du prestige de notre diocèse. Nous trouverons les fonds. À chacun ses oignons, hein. Monseigneur, je suis obligé de vous rappeler les règles des bâtisseurs. Chacun sait ici que la pierre représente 1/6 du coût de l'édifice, le fer 2/6 et le verre 3/6, la moitié du prix de la cathédrale. Les vitraux, c'est la moitié du prix d'une cathédrale. Je sais tout cela. Je sais aussi que cette rose va rayonner sur la contrée. Ne pourriez-vous mettre mon effigie dans son centre? Faudis Deus redebit. C'est noté, Monseigneur. Monseigneur, comptez-vous augmenter les impôts pour faire face à cette nouvelle dépense? Il a pas tort. Comment il va financer tout ça? Bonne question. Car l'argent ne tombe pas du ciel et le coût d'une cathédrale est colossal. L'équivalent aujourd'hui du coût de la Grande Arche de la Défense. Alors les évêques déploient des trésors d'imagination. Les campagnes sont prospères et ils utilisent une partie de la dîme, l'impôt en nature prélevé par l'Église. Certains évêques, comme à Beauvais, investissent aussi une grosse part de leurs revenus personnels. Mais ça ne suffit toujours pas. Alors ils en appellent à la générosité des seigneurs, des bourgeois, des corporations de métiers qui, en échange de dons importants, se font représenter sur les vitraux. Les fidèles, riches ou pauvres, sont invités à verser leur aumône dans des troncs. Les pèlerinages aussi rapportent gros, surtout si la cathédrale a la chance de posséder de saintes reliques. Plus elle en a, plus les pèlerins viennent nombreux pour les voir ou les toucher. À Chartres, ce voile appartenant soi-disant à la Vierge Marie a permis de financer en grande partie la cathédrale. Mais la grande idée de l'Église, c'est de permettre aux chrétiens de racheter leurs péchés. Plus le péché est grave, plus c'est cher. Mais plus belle sera la place au paradis. On appelle cela les indulgences. Tiens, à propos des indulgences, il faut que je vous raconte quelque chose qui concerne les voleurs. Bah oui, à l'époque, il y avait des voleurs. Imaginez, l'un d'entre eux dérobe chez un riche marchand de l'orfèvrerie. Pas n'importe quoi, hein. De belles pièces, de quoi à l'époque finir ses jours au fond du cachot, voire pire. Eh bien, l'Église était prête à pardonner si le voleur rendait les objets dérobés.
pas au propriétaire, s'il les rendait à l'église. Aujourd'hui, on appelle ça du recel. Et puis, au chapitre des reliques, qui ont aussi largement contribué au financement des cathédrales, il faut que je vous parle de la Sainte Savate. Non, non, je ne plaisante pas. Pour récolter des fonds supplémentaires, les évêques avaient mis au point une technique radicale. Ils faisaient circuler dans les campagnes des reliques, autrement dit, des morceaux d'étoffe, de cheveux ou d'os ayant appartenu à des saints. Les gens payaient pour toucher et en échange, ils pensaient obtenir une meilleure place au paradis. La Sainte Savate est une chaussure qui aurait appartenu à la Vierge Marie. Elle fut exhibée dans tout le diocèse de Laon. Eh bien, on raconte qu'à elle seule, elle aurait rapporté suffisamment d'argent pour restaurer une grande partie de la cathédrale. Tiens, dans le même genre, on dit aussi que les reliques des rois mages auraient à elles seules financé toute la construction de la cathédrale de Cologne en Allemagne. Pas mal, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, un petit gars qui s'est fait écraser la jambe sous un bloc. Il y en a marre! Ça peut plus durer, on n'est pas des animaux! Eh ben si t'es pas content, tu peux partir. Il y en a d'autres qui attendent ta place. Regardez-le, il est compagnon, il mange pas de la soupe infâme tous les soirs, il dort pas dans une porcherie, et son salaire est aussi gras que son ventre! Ça suffit! Je propose qu'on arrête tous le travail et qu'on envoie un émissaire à l'évêque! Eh ben c'est ça. Allez trouver l'évêque. Après tout, c'est lui qui vous paye. Et cette injustice, ton copain l'aveugle, il travaille pas sur le chantier, lui? C'est comme ça chez nous. On n'abandonne pas un compagnon estropié. Et nous, les ouvriers, si on a un accident, on peut crever! De quoi il parle? Bah, du système de solidarité des compagnons. Ça fait des jaloux, hein. Ah bon? Ils ont la sécurité sociale? Quoi? Pour la sécurité sociale, c'est un peu tôt. Cela dit, les compagnons avaient bien mis au point un système de solidarité. Chacun d'entre eux reversait une partie de son salaire à la loge à laquelle il appartenait. L'argent était récolté par la mère, une femme, en général celle du compagnon qui s'occupait de la maison où logeaient les apprentis. Si un compagnon se blessait sur un chantier, s'il s'arrachait une main ou s'il devenait aveugle, eh bien la loge lui trouvait immédiatement un emploi adapté à sa situation sur le chantier. Si par grand malheur, un compagnon venait à mourir, eh bien la mère ou la veuve de celui-ci recevait une somme d'argent. Quant aux enfants, ils étaient pris en charge. La loge s'occupait de la formation des fils, à condition bien sûr qu'ils embrassent la carrière du père. Les filles, quant à elles, étaient placées chez de riches bourgeois. Vous croyez qu'elle va durer longtemps, cette grève? Oh, je me fais pas de soucis. Avant notre retour de Bourges, le travail aura repris. Monseigneur l'évêque manque pas d'imagination pour trouver ses deniers. Au fait, vous ne m'avez pas dit ce que nous allons faire à la cathédrale de Bourges. Ah, il y a là-bas un maître verrier extraordinaire. Je veux qu'il réalise cette rose. Remarquez, ça vous fait du bien d'aller voir d'autres chantiers, ça donne des idées. Mais ça n'a pas été facile d'obtenir l'autorisation de l'évêque et de ses chanoines. Pourquoi vous n'êtes pas libre d'aller où vous voulez? Ah non, non, mon contrat m'interdit d'aller sur un autre chantier. Ils ont peur que je les abandonne pour une œuvre plus belle, ou bien que je livre mes secrets. En fait, vous avez un contrat d'exclus. De quoi? Je veux dire, vous avez une exclusivité. Ah oui, oui. Et c'est comme ça pour tous les architectes de cathédrale. Faut pas oublier que c'est une compétition, hein. Intra omnia quid dedeo. Ouais, comme vous dites. Ah bah dis donc, toi aussi tu t'es mis au latin. Hola, maître Hans. Ja. Vous a-t-on prévenu de ma visite? Ah. Ja. Regardez ça. C'est pas une merveille, ça? C'est pas de l'orfèvrerie? C'est en effet l'art de rendre la lumière précieuse. Maître Hans, il n'a pas l'air français. Il est de la région de Cologne. Les meilleurs maîtres verriers viennent de l'Est. Mais il parle notre langue. Non, pas trop. Mais il comprend bien. Vous voulez voir? Ouais. Voilà, maître Hans. Ja. Vous pouvez me dire comment vous obtenez ce bel ocre jaune, là? Nein. Ah bon? Alors, ce joli bleu? Nein. Il comprend surtout que vous voulez lui arracher un secret de fabrication. Même sous la torture, il parlerait pas. Vous me croyez? À cette époque, le savoir-faire des verriers est très convoité, car avec le gothique, l'art du vitrail connaît son apogée. Mais je vous livre quelques secrets.
D'abord, il faut chauffer à 1500 degrés un mélange de sable, de cendres de fougère et de pigments pour obtenir un verre coloré. Puis à l'aide de longues cannes, le verre est soufflé. Une fois bien refroidis, les cylindres sont coupés au fer rouge puis passés une nouvelle fois au four. Ensuite, le verrier découpe chaque morceau de verre suivant un modèle, puis il les assemble avec de petites tiges de plomb. Enfin, les traits et les détails des personnages sont soulignés et colorés avec des poudres et des techniques longtemps restées secrètes. Les cathédrales de Bourges et de Chartres conservent aujourd'hui les plus beaux vitraux de l'art gothique. Ils datent des XIIe et XIIIe siècles. Je suis fort aise et bien soulagé que Maître Hans ait accepté ma proposition. Vous savez, c'est un des meilleurs d'Europe. Hein. Eh ben, vous voyez, maître, vos affaires s'arrangent. Ouais. Oui, enfin, il reste des points noirs. Hein. Cette pénurie de bois, par exemple, ça m'inquiète. Enfin, pénurie, c'est pas le bois qui manque. Hein? Ah non, non, pas ça. Il faut les plus beaux chênes et les meilleurs châtaigniers pour une charpente. Ça se fait rare. Forcément, avec toutes ces constructions. Vous l'entendez? Ouais. Allons voir. Hey, hey. Tu sais, Fred, il fallait abattre au moins 4000 arbres pour faire une cathédrale. Bon, allez, les gars, là, dépêchez-vous. On m'attend au chantier, moi. Eh, Chartier, je te trouve bien enjoué. Et les affaires reprennent de plus belle, maître. Monseigneur l'évêque a calmé les esprits et redonné souffle à votre chantier. Ah, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Eh oui. Et les hommes sont au travail et votre charpentier aura sa livraison. Nous avons du bois bien plus qu'il n'en faut pour votre cathédrale. Vous me parliez de pénurie. Comment il a fait, l'évêque, pour avoir du bois? Putain, c'est une bonne question, ça. Alors, comment il a fait, l'évêque, pour avoir du bois? Il a promis à monsieur le comte, le propriétaire de cette forêt, de lui offrir à sa mort des messes et des prières dans la cathédrale. Mais en échange de sa forêt, hein. Et alors? Mais alors? Bah alors, au nom d'une bourrique, monsieur le comte, il vient de mourir. Non mais je rêve ou quoi? Ça les fait rire, mais c'est pas drôle. Et pas que pour monsieur le comte. Les grands perdants dans cette histoire, ce sont les plus démunis. En effet, jusqu'à présent, les nobles et les riches bourgeois faisaient don à leur décès d'une partie de leur fortune à des ordres mendiants, des établissements qui se consacraient entièrement au secours des plus pauvres. Eh bien, avec la construction des cathédrales, ces établissements, malheureusement, ne vont plus toucher grand-chose. À votre avis, maître, il reste combien de temps de travail pour terminer cette cathédrale? Moi, pas grand-chose. 20, 30 ans, pas plus. Ah bon? Hé, maître! Montez-vous à votre charpente! Allons voir ce travail d'en haut. Eh, doucement, maître. C'est haut, quand même. Allez, emboîte le pas, tu vas le perdre. Maître? Il est passé où? Par ici! Par ici, on est là! Oh là! Faut monter là-haut? Quelle chance, Fred. Tu vas monter au sommet de la cathédrale. C'est pas permis à tout le monde. Oh, bah je l'ai perdu, il est où? Il est là-haut, dans les charpentes. Allez, monte encore. Là-haut? Ah, mais monsieur l'architecte, vous êtes où? Ça va? T'as pas trop le vertige? C'est qui, lui? Je le connais. T'as raison, on dirait Quasimodo. Monsieur Quasimodo! Vous n'avez pas vu l'architecte? Attendez-moi! Avec un peu de chance, tu vas peut-être croiser Esmeralda ou Victor Hugo. Bah, il est passé où, lui aussi? Maître architecte, vous êtes où? On est là! Par ici! Oh là là, vous avez vu la taille du bourdon? Je me suis toujours demandé comment il faisait pour fabriquer un engin pareil, c'est énorme! Vas-y, pousse, je vais t'expliquer. Le plus difficile pour réaliser une bonne cloche, c'est d'abord de façonner un bon moule. Avec des briques recouvertes de glaise, on fabrique le moule intérieur, le noyau si tu préfères. Puis, sur ce noyau, on réalise une fausse cloche en sable et en argile qu'il faut soigneusement lisser car elle va définir le profil de la vraie cloche. On y ajoute même des inscriptions en cire qui apparaîtront en relief. Ensuite, on recouvre la fausse cloche d'un moule extérieur. On fait cuire le tout et on désagrège la fausse cloche qui est à l'intérieur pour couler à la place le métal en fusion. Le moule définitif est placé sous le plancher de coulée. Et c'est parti pour le remplissage. Après
Après 1 ou 2 jours de refroidissement, il ne reste plus qu'à briser le moule. Et voilà, Fred, le tour est joué. Au Moyen-Âge, les grandes cathédrales possédaient au moins 10 cloches, parfois 20, de taille et de sonorités différentes, car les cloches étaient un excellent moyen de communiquer avec la population. Les journées étaient rythmées par le son de ces cloches et il y avait tout un langage, une sorte de règlement de sonnerie établi par le pape ou les évêques pour annoncer telle cérémonie ou tel événement. Il y avait d'abord les sonneries religieuses régulières pour indiquer l'heure de la messe. Par exemple, une volée de 2 cloches un quart d'heure avant l'office. Ou bien pour appeler la population à prier Marie. C'est l'Angélus, institué par le pape Urbain II en 1095. Mais les cloches avaient aussi une fonction civile. Elles indiquaient les heures, car à l'époque, on ne portait pas de montre. Elles signalaient aussi chaque soir, vers 20 h, le couvre-feu. Tout le monde ferme ses portes et rentre chez soi sous peine d'amende. Et puis il y avait des sonneries de circonstance. Le tocsin, pour alerter d'un incendie ou de l'arrivée de l'ennemi. Le glas, pour annoncer le décès d'un habitant. Dans le sud-ouest de la France, les cloches tintaient aussi pour les enfants abandonnés jusqu'au moment où un parrain d'adoption se déclarait. Et puis bien sûr, toutes les cloches se mettaient à sonner en même temps et à toute volée pour célébrer les grandes fêtes religieuses. Au fait, Fred, t'es passé où? À l'intérieur! Mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur d'une cloche? Dis donc, il doit faire un boucan terrible, ce bourdon. Ben, c'est pour voir. Ah, tu crois? Quelle merveille! Toutes mes félicitations, hein. J'ai fait attention. Non, je dis c'est magnifique, on dirait une forêt. Combien à peu près 2500 arbres à peu près. C'est vous le bourdon? Excusez-moi, j'ai trébuché. Mais alors quel spectacle! J'ai l'impression d'être dans le ventre d'une baleine. Vous voulez dire un bateau à l'envers? Un bateau, c'est normal. Je suis normand. J'ai appris la charpente navale. Ne criez plus, la cloche s'est arrêtée. Quoi? Maître Charpentier, je vous félicite. Vous étiez vraiment le maître de la situation. Bis repetita? Non, je disais bravo. Ah, c'est haut, 45 mètres. Et elle fait 120 mètres de long. C'est pas rien. Bon, tu crois qu'il va durer encore longtemps ce chantier? Parce que ça fait déjà 40 ans que c'est commencé. Zappe-toi dans 20 ans, tu verras bien. Ah bah on va voir. Oh ben ils ont bien travaillé. On va aller voir ça de plus près. Oula, mais c'est la fête ici. On célèbre un événement ou quoi? Non, pas spécialement, Fred. Tu sais qu'au Moyen-Âge, la cathédrale, c'est la maison de Dieu. Mais c'est aussi la maison du peuple. C'est un lieu de rencontre. On vient s'y réunir, s'amuser, jouer des comédies qui parfois même se moquent de l'Église. Les pauvres viennent s'y réfugier. Oui, c'est bien. Donne-lui une petite pièce. On y fait du commerce aussi. Il paraît même que c'est un lieu de rendez-vous galant. Adiretro Satanas, surge et ambula, ite in pace Christi, au suivant. Monseigneur? Vous? Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Certes, monseigneur, ici même, il y a quelques années. Seriez-vous possédé ou dans un besoin spirituel? Non, pas du tout. Je passais par votre diocèse et je constate que vous aviez raison sur l'impact économique de votre cathédrale. Dites donc, ça marche fort. Je suis heureux d'entendre cela. Nous reprendrons plus tard, s'il vous plaît. Je suis vraiment surpris par le monde qu'il y a dans votre cathédrale. Vous savez, la ville a fait un bond en avant. Tout le monde s'en félicite à présent. Je m'en aperçois, monseigneur. Ah, vous souvenez-vous de notre maître architecte? Fred! Vous aviez disparu si brutalement. Très heureux de vous revoir. Vous avez l'air bien plus détendu. Ah bah oui, le plus gros est fait, hein. Enfin, une cathédrale, c'est jamais vraiment terminé, hein. Il pinaille, il est toujours inquiet, vous voyez. Dites-moi, cette frénésie pour les cathédrales, ça s'est calmé un peu parce que, figurez-vous, j'ai entendu parler du gothique flamboyant. Pas vous? Fred, je crois que tu viens de faire une gaffe. Bon, c'est vrai,
Tu n'as pas tort, ça existe. D'ailleurs, si on regarde les flèches de la cathédrale de Chartres, elles illustrent bien l'évolution du gothique primitif, plutôt sobre, au gothique flamboyant, où chaque pierre est taillée comme une dentelle. Les sculptures et les ornements sont finement ciselés en forme de flamme, d'où le nom d'ailleurs. Mais le flamboyant est la dernière période du gothique et il n'apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle. Donc Fred, tu es un peu en avance. Votre flamboyant gothique m'intéresse beaucoup. Vous ne m'en avez jamais parlé, maître. Mate animo. Et voilà, c'est reparti. Ça finira jamais, ce chantier. Ad libitum, alea jacta est, et caetera, et caetera. Eh bien, terminus. Qu'est-ce que c'est que ce générique, Jamy? Oh, tu m'as demandé de traduire en latin, alors je traduis. Non mais arrête, c'est fini. Et puis regarde, c'est plein de fautes. Oh, si on peut plus s'amuser.